C'est pas parce qu'on met pas de montre, on n'est pas des compétiteurs. Tu vois. La perception de ton effort, il doit être non pas intellectualisé par un outil extérieur, mais il doit être intellectualisé par ton propre cerveau. Pour faire de l'alpinisme de haut niveau, il faut au bout d'un moment s'engager aussi. Il faut essayer de parfois aller au-delà de ses peurs et accepter un certain inconfort, accepter le risque. Je suis attiré par ce qui est un petit peu extraordinaire, voilà, par ce qui est impossible à faire. Moi, ce qui est le plus dur, c'est la redescente dans le sens figuré, si tu veux. C'est revenir de toutes les intensités que tu as pu vivre là-haut. De l'accident de 2022, j'ai des flashs qui sont en tête, mais très peu. Cette zone-là, elle m'inquiétait énormément. Dans mes entraînements comme dans mes finances perso, je cherche à performer. Et pour performer, vous le savez aussi bien que moi, il faut durer dans le temps avec des outils simples. Côté finance, j'ai choisi Fortuneo depuis maintenant plus de 10 ans. Et je suis vraiment très heureux de vous annoncer qu'ils sont partenaires et sponsors du média extraterrien. Ce que j'aime avant tout, c'est la simplicité de la plateforme. Et le fait d'avoir mon compte courant, mon compte titre et mon PEA, le tout au même endroit, c'est super pratique. Au quotidien, l'application mobile, elle fonctionne super bien. Je vous avoue que j'ai même déjà passé 2 ordres de bourse entre 2 rendez-vous tellement l'application est fluide. Et honnêtement, en 10 ans, ça s'est toujours très bien passé avec Fortuneo. C'est une histoire qui dure. En ce moment et depuis le 1er janvier 2025, sous condition, les frais de courtage de tes 100 premiers ordres, compris entre 500 et 10 000 euros, sont offerts pour toute ouverture ou transfert d'un compte titre ordinaire, d'un PEA ou d'un PEA PME. Allez regarder les conditions sur le site fortuneo.fr. Je vous rappelle évidemment que l'investissement en bourse comporte des risques de perte en capital. Faites attention et investissez intelligemment. Maintenant, à vous de jouer et je vous souhaite un très bon épisode. Comme quand toi, t'es au camp de base et t'appuies sur ta montre et que tu lances le chrono. Ouais. C'est un truc que tu fais tout le temps, ça, avant une ascension, de lancer le chrono? Non, il y a plein d'ascensions que je fais où il n'y a pas de chronomètre et où, tu vois, je vais tout simplement en montagne pour moi, au rythme que je veux, et puis sans intention d'aller le plus vite possible, donc ça m'arrive, ouais. Ok. Du coup, c'est quand les moments où tu choisis de mettre le chrono? C'est quand j'ai décidé de faire un projet spécifique où il y a vraiment une ouverture vers la performance, alors que bien des jours, c'est plutôt une ouverture vers la simplicité de l'effort, la simplicité d'être dans un environnement. Le chronomètre, pour le coup, c'est la recherche de la performance. Ouais. Donc, c'est très stratégique, c'est un moment dans ma vie, dans mon année, mais finalement, il y en a peu. Il y en a peu des moments comme ça dans l'année. Ouais. Combien à peu près? En fait, les gens voient généralement que cela, ou du moins ils retiennent que cela. Mais finalement, c'est presque... Bon, après, bien sûr, il y a des petites montées chez moi où, voilà, quand j'ai envie de me mettre dans le rouge autour de Briançon, de Serre-Chevalier, sur les cols de montagne ou sur quelques beaux sommets, oui, ça arrive de temps en temps. Mais quand j'entends enregistrer mon temps, mettre le chrono en route, là, je pense plutôt à des choses comme le K2, je pense plutôt à des choses comme la traversée de la Meije, où il y a vraiment une réelle intention de se dépasser. C'est à moins de 10 par an. Hein. Ouais. Ah, okay. Enfin, pour moi, c'est mes compétitions à moi. Donc, c'est un peu comme, par exemple, un ultra-trailer. Bon, finalement, dans l'année, il n'en fait pas tant que ça. Et le reste de l'année, généralement, c'est beaucoup d'entraînement à basse intensité. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais la base solide, c'est l'endurance fondamentale. Et la base solide de l'alpinisme, c'est faire de la montagne à l'intuition, comme on le sent le matin quand on se lève. Et moi, c'est ce qui me fait triper. C'est vraiment d'avoir cette connexion avec la nature et puis de m'adapter en fonction de s'il neige, s'il y a du vent. Je vais faire du parapente, je vais faire du ski. Tu vois, c'est cette connexion, ce mode de vie que j'apprécie vachement. Tu te connectes à toi aussi, du coup, j'imagine. Tu suis ton cardio, des données un peu comme ça. Je te disais en préparation que tu en parles rarement, mais il y a quand même une grosse dimension performance dans ce que tu fais. On va parler dans cet épisode d'hypoxie, on va parler de record, on va parler de mal de l'altitude, on va parler de danger aussi et de performance, mais on t'entend rarement là-dessus, tu vois, sur le côté un peu data et de maîtrise et tout. C'est un truc que tu suis, que tu commences à regarder peut-être? Ouais, c'est le bon terme, que je commence à regarder, parce que
Initialement, je suis quelqu'un qui fait vachement plus attention à son intuition, à l'écoute de son corps, sans avoir appel à des datas, à des ceintures cardio, etc. De base, quand j'étais jeune, j'ai fait du cyclisme en compétition à partir de mes 14 ans, donc j'avais ces livres, un peu ces bibles du cyclisme où il y avait tout expliqué sur les différentes filières énergétiques, etc. Donc, tu l'as toutes lues? Ouais, j'étais à fond, moi, sur ce genre de bouquin. Et puis ensuite, je me suis quand même vachement séparé de cette partie-là du sport où on est très regardant sur ces datas. Et j'ai été aspiré par la montagne où, pour le coup, il y a beaucoup moins cette culture-là. Et donc, j'ai fait plus de 10 ans comme ça de sport avec la simple écoute de mon corps. Donc, que quand j'étais fatigué, je me reposais. Quand je me sentais en forme, je poussais un peu plus. Et en fait, ça m'a donné cette base-là qui est vraiment importante, je pense, essentielle quand tu veux faire du haut niveau. Parce qu'il y a un moment donné où les datas, elles font pas tout. Et spécifiquement en haute altitude notamment, parce que tu peux plus faire confiance à ta ceinture cardio. Elle est complètement déréglée par rapport à quand tu es en vallée, à cause de la pression qui est différente, du manque d'oxygène. Et puis, le sport de haut niveau, dans tous les cas, au bout d'un moment, c'est aussi percevoir l'effort sans avoir besoin de regarder ta montre. Ça, c'est hyper important, en fait. Oui, bien sûr. Parce que la montre, elle peut parfois fausser le moment où ton corps a besoin peut-être de se reposer. Or, si on est dicté par une intelligence artificielle, tu vois, qui nous dit, bah non, tu peux peut-être continuer de pousser, alors que peut-être qu'instinctivement, t'as pas envie, il vaudrait peut-être parfois mieux écouter les sensations de ton corps, les sensations de ta tête. Et c'est là où moi, j'interviens. C'est là où finalement, je m'extirpe un petit peu de ce diktat. Et c'est souvent bénéfique. Ouais, j'entends. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis c'est beau, c'est esthétique aussi, hein, je trouve. Ouais. Tu vois, le rapport que tu as avec toi-même, il est plus intéressant, il est plus riche. Je sais pas si la plupart des gens qui s'entraînent et qui font des cycles spécifiques s'amusent parfois à enlever la montre, mais en fait, généralement, ils se sentent perdus. Ils n'ont plus cette connexion avec leur propre corps. Ouais. Et le but, c'est quand même de savoir si tu es à 5 sur 10 d'efforts, à 4 sur 10 d'efforts, à 8 sur 10 d'efforts, sans avoir la montre. Ouais. Et c'est ça un peu le but du haut niveau, quand même, à la fin. C'est de te connaître au point que tu n'as plus besoin d'être monitoré. Ouais, tu deviens expert de toi-même. Et ouais, c'est pas évident. Moi, je travaille encore beaucoup là-dessus. Mais vu que de base, j'ai cette appétence naturelle et ce plaisir à le faire parce que je l'ai fait pendant des années, la montre, parfois, presque, c'est pour moi un poids, sincèrement. Hein. Et donc, là, par exemple, ça fait 3 mois que j'ai pas mis de montre. Ouais. Voilà. C'est bien. Quand tu me vois, moi, j'ai ma Garmin au poignet. En fait, ça me parle beaucoup parce que je suis dans une réflexion actuellement où je me dis que la donnée la plus importante dans le sport, c'est effectivement la donnée de la sensation, finalement. Et la deuxième donnée, c'est une note un peu de 1 sur 10, comment mon moral se porte. Et ce qui est troublant, c'est que la montre, elle te permet un apprentissage quand même très rapide et très intense de... Tu vois, ok, ouais, là je suis en zone 2, là je suis en zone 5. Ça te permet un apprentissage très rapide, tu vois. C'est vrai. Mais le truc, c'est qu'effectivement, comme tu le dis très bien, c'est qu'à un moment donné, il faut s'en détacher parce que si tu ne te prends plus le temps de prendre du recul et de regarder, de te dire, est-ce que, ok, la montre, elle me dit zone 2, mais est-ce que je le ressens ? Et tu perds complètement la donnée essentielle du ressenti. Et ouais, la perception de ton effort, il doit être... non pas intellectualisé par un outil extérieur, mais il doit être intellectualisé par ton propre cerveau. Tu notes, toi, dans un carnet ? Genre, tiens, aujourd'hui, je me suis mis 8 sur 10, ou aujourd'hui, je me suis mis... Ou est-ce que tu te le dis un peu dans ta tête à des moments ? Ouais, alors quand je m'entraîne spécifiquement et que je suis suivi par mon coach, Léo Viré, qui est mon préparateur physique, là, j'utilise Nolio et du coup, j'ai une planification où je rentre mes sorties et donc il peut y avoir accès et voir... mes sensations, la perception de l'effort que j'ai pu mettre dans la séance, etc. Mais autrement, sinon, le reste du temps, c'est des séances... Je sais même plus ce que j'ai fait la semaine dernière, tu vois. C'est quelque chose... Pas de carnet. Non, pas de carnet, non. Ah, c'est bien. Mais je suis pas...
je suis pas non, je suis pas cartésien en fait, ouais. Je suis pas cartésien. Je suis plutôt, j'ai un peu cet esprit libre et qui fait que je m'attache peu aux données, ouais. Et presque, étant donné que j'ai une phobie administrative, je crois que les chiffres aussi, j'en ai souvent peur, ouais. Bah, tu vois, moi je suis repassé d'un outil Excel avec des applications complexes, ouais. Et tout, à juste, tu vois, j'ai un carnet dans mon sac et genre je note juste, tiens, aujourd'hui je me suis senti bien, ok, je me mets un 8 parce qu'il faut mettre un chiffre, mais aujourd'hui, tiens, j'ai aimé ça et je vais beaucoup plus parler de mes émotions finalement que de, tu vois, de ça, des chiffres, tu vois, et voilà, bon... Mais c'est vrai qu'il y a des séances où je reprends le sujet précédent, mais où là, pour le coup, la montre, pour moi, elle est très importante quand je me rapproche de zones très, très intenses. Quand on fait de la PMA, etc., où là, j'ai besoin de savoir si je suis en forme ou pas, si mon cœur peut monter haut, notamment. Par exemple, avant de partir sur notre dernière expédition, évidemment que ça a un côté rassurant parce que tu peux quand même... si c'est le cas, si tu performes au moment où tu dois le faire, et bien c'est extrêmement rassurant avant de partir. Ou ça peut aussi faire un petit peu peur et te dire, t'es peut-être pas si en forme pour faire l'ascension que tu prévois de faire. Donc oui, j'ai quand même parfois appel à ces données où j'écris parfois concrètement ce que j'ai pu faire. Mais c'est de loin ce que je préfère. C'est de loin. C'est vraiment pas ce que je préfère dans le sport. Ouais. Okay. Alors que certains, ils prennent beaucoup de plaisir, je le vois. Bien sûr. Et ils ont même besoin de ça. Ouais, c'est très rassurant. Et moi, c'est plutôt une contrainte. Ouais. Ok. Ouais. Mais ça a été un plaisir avant, plus jeune. Non, justement, ça n'a jamais été vrai. Alors oui, quand j'étais en cyclisme, c'est vrai, tu as raison, avant mes 15 ans. Mais je pense que la montagne m'a imposé, en fait, déjà de faire abstraction de toutes ces données, de toutes ces montres, etc. Parce qu'en montagne, on moniteur très rarement, culturellement parlant, je parle. Hein. Ouais. C'est pas un domaine dans lequel on a l'habitude de voir tout ça. Et ensuite, je pense que j'ai pris juste du plaisir à faire du sport comme j'avais envie de le faire. Mais ayant grandi avec cet esprit de compétition, c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours eu tendance quand même à me rentrer dedans, à vouloir être dans le rouge, mais sans montre, ouais. Et c'est un paradoxe un petit peu. Il y a eu un contraste pendant longtemps, ouais. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui font face à ce paradoxe-là, tu vois, d'avoir ce besoin de contrôle et en même temps ce besoin de lâcher prise et de ressenti. Ouais, en tout cas, c'est pas parce qu'on met pas de montre, qu'on se moniteur pas trop, qu'on n'a pas de data, qu'on n'est pas des compétiteurs, tu vois. Bien sûr, et sûr. On a l'impression que maintenant, avec la généralisation un petit peu de l'emploi de ces données, que si tu n'appartiens pas à cette famille-là, t'es pas un performeur. T'es pas un compétiteur, tu veux pas viser haut. Alors qu'en fait, il y a bien des manières de performer, il y a bien des manières d'être compétiteur. Évidemment que maintenant, c'est vrai que c'est dur de s'en passer, je dois l'admettre. Et moi, typiquement, c'est le cas, hein, je m'en sers régulièrement. Et c'est pour ça que Garmin me soutient, parce que dans mes phases d'entraînement, c'est essentiel pour moi. Mais dans la majorité de l'année, je dirais que je fais appel à cet ADN profond qui s'écoute avant tout soi-même. Ouais. Ok. Tu fais des séances de PMA, du coup? Voilà, par exemple, ouais. J'ai fait des séances de PMA. Et ça me plaît, là, pour le coup. Tu peux nous dire une séance, un protocole, là, pour ceux qui sont moins initiés? Ouais, une séance de PMA, elles sont construites avec mon coach Loviré. On habite au même endroit. Et écoute, ça dépend les séances, mais la plupart, souvent, c'est des séances assez courtes avec des laps de 5 minutes, avec des repos d'1 minute et à répéter, la dernière fois, c'était 6 fois. Donc en gros, pendant 5 minutes, je pars à fond et puis le but, c'est d'essayer de monter crescendo en intensité pour arriver à la fin des 5 minutes à une intensité, une perception d'effort de 8, 9 sur 10. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'au début, moi, je connaissais très peu, finalement, le bon déroulement de ce genre de séance. Et j'avais tendance à partir beaucoup trop vite.
Et donc, en fait, c'était un escalier presque descendant parce que la dernière, la 6e intensité, évidemment que j'arrivais pas à tenir le rythme. Et puis, c'est là où justement un coach comme Léo ou d'autres peuvent être très utiles parce que, voilà, au fur et à mesure, j'ai compris que il fallait que justement la pente soit ascendante, que la courbe soit exponentielle au fur et à mesure des intensités. Donc maintenant, je maîtrise beaucoup mieux ces séances-là. Ok. C'est de l'expérience. Bon, on va en reparler un petit peu. C'était une longue intro, mais j'étais content de planter le décor. Le décor, ouais. On se voit dans le cadre de ton film, K2 Chasing Shadows, qui est en ce moment à Montagne-en-Seine. Oui. Tu fais une tournée. Donc on va parler de K2. J'ai envie de parler un peu de Broad Peak. On va parler un peu de parapente aussi, parce que c'est quand même très particulier, tu vois, ton style de redescendre de chacun des sommets quand c'est possible, en tout cas à la voile. Ouais. Moi, j'ai commencé à me mettre un peu au parapente. J'ai un copain qui a redescendu le Mont Blanc, avec qui j'ai grimpé le Mont Blanc. Génial. Et je l'ai vu redescendre en parapente. Mais t'as pas pu décoller. T'as pas assez d'expérience. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai fait un stage de 4 jours, tu vois. Donc, début. Je l'ai pas fait à Serre-Chevalier, je l'ai fait aux Arcs, mais c'est pour bientôt, tu vois. J'ai envie d'avoir mon autonomie complète. Lui, il m'a donné beaucoup envie. Je t'embrasse, toi non, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Je pense qu'il va écouter cet épisode. Il m'a envoyé des petites questions, d'ailleurs, de paraglider. J'ai aussi envie de parler, effectivement, je l'ai dit, d'hypoxie. J'ai envie de parler de relation à la mort, relation un peu au danger. C'est un beau programme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on va essayer de tout faire rentrer. Mais avant ça, j'ai envie de te demander de te présenter, Benjamin. Eh bien, moi, je m'appelle Benjamin Védrine, donc j'ai 33 ans maintenant. Et puis, je suis alpiniste professionnel. J'habite à Serre-Chevalier, à Briançon exactement, dans les Hautes-Alpes. Et puis, je viens d'un petit village dans la Drôme, au pied du Vercors, 500 habitants. Et je suis passionné de montagne. Voilà, je fais beaucoup d'expéditions à droite à gauche dans le monde entier, en Himalaya, en Alaska. Et je vis de cette passion. Ok. C'était le but de vivre de cette passion depuis le début ? Ouais, c'était vraiment le but, mais j'y croyais pas. Honnêtement, quand j'étais au lycée, c'était mon rêve de pouvoir vivre de la montagne. Alors du coup, j'ai commencé avec le métier de guide de montagne. Et là, j'ai emmené beaucoup de clients en montagne. Mon mode de vie, c'était de partir en refuge, dormir avec les clients, me réveiller à 3h du matin, et puis partir sur le glacier gelé pour aller vers les sommets, voilà, dans les écrins, dans le massif du Mont Blanc. Et j'ai fait 7 ans comme ça. 7 ans de 7 saisons d'été, 7 saisons d'hiver, où on faisait du ski de randonnée, du freeride, etc. Et en fait, très vite, j'ai été un peu frustré de ne pas pouvoir plus explorer mon potentiel et d'aller plus haut tout simplement dans l'ambition. Parce qu'en fait, quand tu as fait une saison de guide, tu peux pas tout faire. Hein, tu peux pas. T'es rincé en plus. Ouais, quand même. Alors moi, je me rends compte aujourd'hui que, étant jeune, j'étais capable de faire des saisons incroyables, de me lever souvent très tôt et de cumuler ça avec une deuxième journée après celle passée avec mes clients où je faisais beaucoup d'activités physiques. Et donc, oui, le rêve de vraiment me dédier à 100% à mes rêves, c'était pour le coup un rêve ultime. Et aujourd'hui, je m'en suis donné les moyens depuis 4-5 ans. Mais c'était un long chemin quand même, Ouais, ça vient pas tout de suite. Non. C'est qui les personnalités qui t'ont fait rêver, jeune, qui te donnaient envie ? Tu vois, parce que quand on est ado, il y a toujours pas forcément des rôles modèles, mais en tout cas des sources d'inspiration et tout. Qui est-ce qui, toi, t'a donné envie ? Moi, il y a eu beaucoup de Patrick Béraud. C'était un alpiniste français qui était à l'époque très connu. C'était même le meilleur grimpeur de l'époque avec Patrick Edlinger. Ils étaient 2 frères, tous les deux, des amis très proches. Et puis, c'était un modèle pour moi parce qu'il était extrêmement à la recherche de cette liberté qui moi, m'inspire beaucoup. Il avait ce goût pour l'aventure en montagne, pour mettre les Alpes aussi autour de sa passion. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller en expédition. À l'époque, c'était le cas aussi, mais il y a aussi les Alpes qui peuvent être un support de performance, et on l'oublie souvent. Voilà. Et lui, c'était pas le cas, donc il avait à cœur de performer dans les Alpes, voilà, en solitaire. Et puis, il y en a eu d'autres, mais Patrick Béraud, c'était une grosse source d'inspiration.
Il y avait quoi dans sa personnalité qui te plaisait? C'est le fait qu'il mette en avant les Alpes, mais il y avait peut-être des choses dans sa personnalité que t'aimais bien, ou dans son style, dans son... Ouais, sa profondeur d'âme, je dirais, le fait qu'il y avait une connexion autre que seulement sportive avec la montagne. Il y avait presque, tu sentais une forme de besoin existentiel et une vraie alchimie, voilà. Tu te reconnais, toi, Ouais, c'est pour ça que je me reconnais, parce que, alors malheureusement, il est décédé dans un de ses projets, où il essayait de faire les 82 4000 des Alpes dans des conditions hivernales, un peu comme ce qu'a fait Kylian Jornet l'année dernière, mais dans des conditions, c'était en mars, avec beaucoup de neige, etc. Et puis malheureusement, en Suisse, sur un sommet, il a glissé. Il était avec Philippe Magnin, qui était son compagnon de cordée. Et ça a été un super film qui s'appelle Sur le fil des 4000, où on célèbre, c'est une ode justement à la vision qu'avait Patrick Béraud et cette ambition, cette détermination, ce jusqu'au boutisme un petit peu qu'il avait. Et t'étais comment, toi, à l'école? Moi, à l'école, c'était pas trop mon truc, j'étais pas très scolaire, non. J'étais en douleur. Ça veut dire quoi, pas très scolaire? Je suis capable de... Non, en gros, en fait, le collège s'est très bien passé, globalement, en termes de parcours scolaire, pur et dur. Et puis ensuite, je suis rentré dans une section sport-nature au lycée de Die, qui existe toujours d'ailleurs, où on fait plein de sports différents, randonnée, escalade, ski de rando, spéléo. Et à ce moment-là, j'ai eu une rupture soudaine, vraiment. Je regardais à travers la fenêtre, tu vois, et puis mon rêve, c'était de faire des enchaînements en montagne. Et donc, je faisais des croquis, des schémas sur une feuille, généralement, où je dessinais un sommet, puis j'imaginais parcourir justement en vélo toute une vallée pour aller chercher un autre sommet. Enfin, j'avais aucune appétence pour la scolarité, la recherche de bonnes notes, etc. Et au contraire, je rendais souvent des feuilles blanches. Ok. Ouais. Du coup, c'était dur pour moi parce que je me sentais pas à ma place. Et en même temps, il fallait quand même que j'aille jusqu'au bout parce que je m'étais engagé dans un cursus, parce que mes parents me soutenaient et que j'avais pas envie de les décevoir. Et parce qu'en fait, tu suis aussi une forme de normalité et t'as pas envie d'échouer non plus en tant que compétiteur. Donc à la fin, j'ai vraiment tout donné pour avoir ce bac. Je l'ai finalement eu avec une mention assez bien parce que j'étais capable de mettre dans une forme de tunnel pour m'extirper un petit peu de ça, si tu veux. Pour moi, c'était le fait de réussir, c'était aussi une porte ouverte vers la liberté. Ouais. Alors que rester un an de plus, tu vois, c'était de nouveau un an de douleur. Ouais. T'étais assez sage pour faire la différence entre je fais mes devoirs et on me laisse tranquille et je suis libre versus je reste dans la prison, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un exemple... ça m'a coupé un peu l'herbe sous le pied parce que en première, je voulais vraiment accéder à la compétition en ski alpinisme, qui est maintenant un sport qui va arriver aux Jeux Olympiques. Et donc, je me souviens que je m'étais entraîné avec Mathéo Jacquemou dans les Alpes du Sud. Et puis là, bulletin scolaire qui arrive, ça va pas du tout. Réunion avec les professeurs, les parents, etc. Et du coup, mes parents m'ont dit, stop la compétition. Donc en fait, j'ai arrêté. Alors peut-être que j'aurais vu le sport différemment si je m'étais engagé dans ce cursus-là de compétition. Mais finalement, tu vois, le destin a fait que j'ai dû oublier ce rêve-là et puis passer à autre chose, quelque chose de plus isolé, plus personnel, où je construis mes propres projets. J'ai entendu que tu avais fugué aussi. C'est vrai. Ben oui, parce que j'avais un sentiment d'oppression un peu par ce système scolaire. Et puis au-delà de ça, c'est que c'était une période où je me sentais quand même plutôt mal dans ma peau. À l'époque, j'avais des troubles de comportement alimentaire. J'étais pas dans une posture très confortable, tu vois. Ouais. J'avais toute ma famille qui me soutenait, heureusement. Mais c'est jamais évident quand tu te construis à cet âge-là. Tu es en conflit avec toi-même. Et donc, très rapidement, tu es aussi... Enfin, moi, je l'étais en tout cas. J'étais très, très peu à l'aise dans la société en général. Ouais. Et donc, j'avais ce besoin de trouver refuge ailleurs, ce besoin de recherche de liberté, d'aventure, de partir, en fait. Et donc, à 18 ans, je suis parti juste après les résultats du bac,
en stop, direction les montagnes du massif des Écrins. Et puis, du coup, pour mon anniversaire, je me suis retrouvé après le 25 juin, tu vois, au refuge des Écrins, à 3200 mètres, pour aller grimper la barre des Écrins, qui est à 4102 mètres, en solitaire. Sans news. Ouais, non, sans news, ouais. Alors, il y avait mon copain Léo Bion qui le savait, il m'a rejoint avec une clairette de Die, qui est un alcool du coin, et on a fêté mon anniversaire ensemble, et je m'en souviendrai tout le temps. On a passé quelques jours là-haut. On nous appelait les durs au refuge, et c'était un peu la révélation pour moi, ouais. Je me suis dit, ça y est, c'est... en fait, c'était un signe, hein. Instinctivement, j'avais besoin d'aller là-bas, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était le poumon qui me faisait respirer. Ok. Je te pose une dernière question et après, je te propose qu'on commence à parler de 8000. Mais Benjamin Védrine, ministre de l'Éducation, qui doit réformer le collège et le lycée, qu'est-ce qu'il met en place ? Il met une journée par semaine en montagne. C'est nécessaire. On oublie trop souvent, en fait, l'environnement dans lequel on est. Les hommes, on est quand même fait pour être connectés à la nature et on l'est plus beaucoup. Alors nous, en montagne, on l'est quand même beaucoup, mais je pense que c'est une école de la vie et qu'on devrait avoir cette connexion le plus tôt possible. Voilà. Et les jeunes, je pense qu'à beaucoup, ça leur ferait du bien. Ok. Tu mettrais quoi d'autre ? Qu'est-ce que je mettrais d'autre ? Je mettrais aussi... on pourrait regarder des films de montagne. Ça tournerait tout autour de la montagne. Et puis des chansons de montagne. Et puis voilà, tout autour de la montagne. Non, mais c'est vrai que j'ai j'ai cette passion pour la montagne en général. Enfin, ça va au-delà de juste les regarder ou les pratiquer. C'est que je me sens bien dans les peuples qui vivent en montagne. J'ai directement une amitié qui se crée, des liens qui se créent parce qu'on a ce point commun. Quand je vais au Népal et que tu vois des gens qui vivent à plus de 5000 mètres, ou alors 5000 c'est rare, mais à plus de 4000 mètres, dans des villages perdus et que tu discutes avec eux, il y a tout de suite une connexion qui se crée. Ouais. Ok. Ouais. Tu saurais la décrire, cette connexion ? Hein ? Tu saurais la décrire, cette connexion ? En tout cas, moi, je la ressens. Est-ce que c'est réciproque ? J'imagine que oui. Mais en gros, c'est une connexion où il y a tout de suite une compréhension réciproque, si tu veux. Ouais, une compréhension dans la manière de vivre, dans la manière de voir l'inconfort et le confort. Et puis, une connexion à travers la météo, à travers... Enfin, c'est dans les yeux que ça se passe souvent. C'est vibratoire, tu vois. Il y a un truc... En tout cas, on comprend très vite les gens qui vivent en montagne. Et puis, moi, je me sens à l'aise que là-haut et je sens qu'eux aussi. Ok. T'es bien que au-dessus de 4000. Alors, je suis caméléon, hein, donc j'arrive à être un peu de partout. Là, à Paris, je suis pas le plus mal à l'aise. Et je suis pas bien que au-dessus de 4000, mais disons que j'ai besoin de cette sérénité que la montagne m'apporte. Et donc, j'ai besoin d'être dans une vallée où il y a du calme. Tu vois. Okay. Ouais, le calme, pour moi, c'est extrêmement important. À quel moment tu décides de faire des 8000 ? Très tôt. Très tôt, parce que en tout cas, ça se construit dans mon inconscient. Je lis des livres très tôt qui parlent de ça. Et pour moi, les 8000, ça veut quand même dire le milieu où l'homme n'a pas du tout à être. Et je trouve ça hyper excitant. Parce que je pense que je suis attiré par ce qui est un petit peu extraordinaire. Voilà. Par ce qui est impossible à faire. Et je trouve ça super cool de se dire, tiens, je vais essayer de trouver une solution pour résoudre tous ces problèmes. Et là, il y a un manque d'oxygène, et comment je fais ? Voilà. Et puis surtout, il y a un imaginaire qui se crée autour des 8000 et qui n'est pas faux. Hein. Ces grandes masses glaciaires, ces points de vue depuis ces proéminences qui sont exceptionnels. Voilà. Et puis c'est ces pays, c'est ces voyages. On n'a pas de 8000 chez nous, donc il faut aller à l'extérieur, dans des pays qui, moi, me font rêver. Voilà, le Pakistan... le Népal, c'est des cultures, c'est des hommes, c'est des montagnes. Ouais. Quand tu reviens, t'as pas un peu un espèce de blues des fois en te disant
qu'est-ce que l'Européen et parfois peut être futile ou... Ah bah c'est sûr que ça peut arriver, mais en tout cas, quand je reviens, moi, ce qui est le plus dur, c'est la redescente dans le sens figuré, si tu veux. C'est revenir de toutes les intensités que tu as pu vivre là-haut. Parce que ce qui se passe là-haut, tu peux pas le reproduire en vallée, c'est pas possible. Tu peux pas le reproduire sur les montagnes qu'on a dans les Alpes. Du coup, c'est vivre cette intensité, ressentir à quel point tu es vivant en étant là-haut, et puis accepter, assumer le fait qu'en bas, la vie sera peut-être beaucoup moins intense, les enjeux seront beaucoup moins importants, et malgré tout, il va falloir que tu l'apprécies telle qu'elle, cette vie, voilà. Et te sentir vivant malgré le fait que ton attention, elle peut être bien réduite, contrairement à là-haut. Et c'est souvent cette attention ultime qu'on a là-haut qui nous fait ressentir encore plus vivant. Ouais. Okay. C'est cette addiction au vivant. Plus on va haut et plus on se met en danger, plus on se sent vivant. On n'a pas forcément besoin d'aller extrêmement haut, de plus en plus haut. On peut le ressentir, par exemple, comme on l'a fait la dernière fois là, avec Nicolas Jean sur le Janus, à 7500 mètres. Mais en gros, c'est en cherchant l'engagement dans des zones reculées. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est exacerbé. C'est des zones où tu n'as pas du tout de secours. Tu ne peux pas imaginer, si tu as un accident, que quelqu'un vienne t'aider. Surtout sur des voies où il n'y a personne d'autre que nous. Et là, c'était le cas notamment au Janus. Au K2, à partir d'une certaine altitude, tu as très peu de chances que les gens t'aident. Ça a été le cas en 2022, mais c'était exceptionnel. Donc les hélicos peuvent pas monter. C'est un des rares sports où on n'a pas de secours, où on doit vraiment compter que sur soi-même. Et ça, c'est fort. Ça t'attire, ça. Ah bah ouais. Je trouve ça hyper attirant de se dire que l'autonomie doit être totale jusqu'au bout. Et pour ça, du coup, pour éviter que ça arrive, la maîtrise doit être totale aussi. Ouais. Et puis surtout, c'est vraiment sur le fil entre la vie et le risque de mourir, et être en équilibre sur ce fil, c'est ce qui t'apporte ces sensations de vie. C'est une forme de magnificence de la vie. C'est le truc le plus fort que t'as ressenti ? De toute manière, en fait, si t'es conscient de tout ça, il y a cet état de flow qui arrive très rapidement. Et ça, cet état de flow, il est extrêmement fort. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte que ce que tu es en train de faire. Ouais. Concentration ultime, où tu es connecté avec ta respiration, les gestes que tu fais, et le monde d'en bas n'existe pas, il n'y a que toi et la montagne. Et ça, c'est super attirant et addictif. Ouais. Ok. Ouais. Tu le dis, en 2022, tu fais une première tentative du K2. Ouais. Tu fais une hypoxie, tu vas peut-être nous dire à quelle altitude, à quel moment, et tu tombes sur des alpinistes qui te passent une bouteille d'oxygène, qui te font respirer un peu, parce que sinon tu déraillais complet. Personne t'a découragé d'essayer d'y retourner ? C'est vrai qu'en 2022, j'ai eu ce problème, cette hypoxie sévère. En gros, mon cerveau, il s'est mis en mode veille totale. Et donc là, perte de lucidité, perte de conscience aussi. J'ai été à semi-conscient. Je m'en souviens pas du tout de ce moment. Amnésie, voilà. Et en fait, j'ai commencé à descendre de moi-même, de ce que j'ai pu récolter comme information des gens qui ont pu me voir. Et ensuite, une cordée, effectivement, m'a soutenu en me donnant de l'oxygène. Donc là, tu vois, j'ai eu le masque, bouteille dans le sac. Et puis, je suis très vite revenu à une conscience bien plus importante qui m'a permis de redescendre sereinement, relativement. Mais j'ai été extrêmement stressé de suite après. Par contre, quand je suis arrivé au camp de base, je me souviens que j'ai communiqué avec ma copine, ma conjointe qui est de l'époque, et tout de suite, c'est elle qui m'a dit d'arrêter. Ouais. En fait, quand tu es à l'extérieur... moi, j'étais encore dans ce tunnel, en fait, dans cette dualité entre ma situation de détresse et le fait que j'avais absolument envie d'aller au sommet. Donc, mon côté ultra déterminé et le côté raisonnable. Et ça, c'est jamais évident quand on est exigeant avec soi-même, quand on est un petit peu dans un mode balistique.
c'est pas évident de faire la part des choses. Donc oui, les conversations avec ses proches qui, eux, ont un regard beaucoup plus extérieur et ont pas cette aimantation du sommet. Ils ne la ressentent pas. Ben, tout de suite, du coup, ça permet d'être un petit peu conseillé. Surtout à l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'étais plus jeune, donc j'avais peut-être besoin de ces alertes. Ouais. Mais tu les as pas trop écoutés finalement. Ouais, après, disons que je considère toujours que pour faire de l'alpinisme de haut niveau, il faut au bout d'un moment s'engager aussi. Il faut essayer de parfois aller au-delà de ses peurs et accepter un certain inconfort, accepter le risque. Mais là, c'est vrai que le K2, moi, ça m'a fait quand même un électrochoc. Une fois que je suis redescendu de 8004, que j'ai eu cette hypoxie sévère, je voulais absolument y retourner au K2. Et tous mes proches ont compris que j'étais en train de faire une mue. Tous mes proches ont compris que j'allais pas y retourner de manière avec la même approche, si tu veux. Et ils ont tout de suite compris que j'avais un processus de maturation et que j'allais essayer d'apprendre de mes erreurs, et c'est ce qui est arrivé. T'as fait quoi de différent, du coup ? Qu'est-ce que t'as mis en place Beaucoup de choses différentes. Ouais, j'ai attendu 1 an où j'ai coupé complètement les liens avec le K2, sauf le fait que j'y pensais régulièrement, mais en tout cas, concrètement, je suis parti sur une autre montagne, et le but, c'était d'essayer de retourner à 8000 mètres pour essayer de me convaincre que mon corps était toujours capable, malgré l'hypoxie, de monter là-haut. Okay. Donc on a choisi, quand je dis on, c'est avec un collègue qui s'appelle David Gottler, on a choisi le Nanga Parbat, qui est le 8000 le plus à l'ouest de la planète. Et on a essayé de grimper ça en style alpin, donc là pour le coup sans corde fixe, sans oxygène, léger, rapide, et on n'a pas réussi, on a fait demi-tour à 7400 mètres. Un peu de frustration, mais en même temps, ça m'a montré que j'avais une fougue encore incroyable et qu'à 7005, j'avais envie de continuer. C'est juste que David était trop épuisé, donc on a dû faire demi-tour tous les deux. Et ensuite, l'année d'après, j'avais cet objectif en tête de retourner au K2. J'ai pris un préparateur mental, Fabien Dupuis. C'était la première chose que j'ai fait en décembre 2023. Et en fait, on a travaillé dès le début avec lui pour comprendre comment j'allais construire ce projet, la méthodologie en gros, la timeline qui me séparait entre décembre 2024 et juillet 2024, entre décembre 2023 et juillet 2024. Et ensuite, le pourquoi, le sens de ce projet. Voilà, le pourquoi je voulais aller là-haut. Et c'est vraiment la base de toute préparation mentale. Ouais. Et ensuite, je me suis entouré de Léo Viré de manière beaucoup plus structurée. Et puis, j'ai fait appel à beaucoup plus d'investissement de ma part, concrètement parlant. On a fait aussi de l'innovation matérielle avec The North Face, où on a fait des chaussures sur mesure, crampons intégrés, vissés dans la semelle, pour alléger le plus possible. Avec Jean-Baptiste Chandelier, on a innové une voile de parapente 100% K2 pour essayer de grappiller quelques grammes ici ou là. Avec The North Face, on a aussi fait un sac qui fait 72 grammes, tu vois, pas plus. Enfin voilà, il y avait toute cette démarche en fait d'ensemble et de s'entourer d'un écosystème solide qui puisse me permettre à moi d'avoir les meilleures conditions, de me mettre dans les meilleures conditions pour avoir la meilleure condition physique et mentale. Et ça, c'est important, ouais. Et en fait, par exemple, je vais même aller au-delà du sport, c'est que dans cette expédition, il y avait aussi un film qu'on va voir au Grand Rex. Et ce film, du coup, il incluait aussi une certaine pression avec des gens qui étaient dedans. Donc, il y avait The North Face qui était producteur, et puis il y avait des réalisateurs, David, Hugo, mon attaché de presse, mon agent. Et par exemple, tu vois, on a fait 2 jours de cohésion avec tout le monde, en refuge, ski de randonnée. Et là, en fait, le but, c'était que moi, je présente mon projet, que j'explique comment ça allait se passer, et savoir si tout le monde était aligné, savoir si tout le monde comprenait ce que j'allais faire, et qu'est-ce qu'ils attendaient de cette expédition, comment eux, ils allaient s'investir de leur côté, pourquoi ils s'investissaient dans ce projet-là, pourquoi ils y croyaient. Tu vois, et tout ça, en fait, ça te permet de partir avec un spectre très large, très sain. Tout l'écosystème qu'il y a autour de toi,
Tu sens qu'il est aligné avec ton projet. Et il s'engage. Et il y a un engagement des deux côtés. Ouais. Et ça, en fait, c'est fondamental et on l'oublie trop souvent. Et c'est de la préparation mentale, en fait. Ouais, bien sûr. Ça fait partie. Ouais, le pouvoir du cérémonial, le pouvoir du rituel et d'avoir un moment qui ancre tous le ensemble. début d'un projet tous ensemble. Oui, parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que c'est une ascension en solitaire, mais en fait, il y a beaucoup de personnes autour de moi, et pour beaucoup de sportifs, c'est le cas aussi. Et il faut que ces personnes-là aillent dans la même direction. Si c'est divergent, en fait, ça peut ça peut générer du stress. Du coup, quand tu pars sur une expé, il y a combien de personnes qui ont le droit de communiquer avec toi ? Et il y en a pas mal au final quand même. On a des groupes WhatsApp qui se mettent en place. Là, pour le coup du K2, on avait un petit modem Turaya qui marchait pas très bien, mais on avait une petite connexion Internet. Et il y a ceux qui s'engagent à financer l'expédition. Donc là, pour le coup, c'était 100% The North Face. Et puis ensuite, il y a mon attaché de presse, mon agent, donc Karen Allais, Marine Thévenet, mes coachs, Léo Viret, Fabien Dupuis. Et puis là, pour le coup, j'avais aussi Jonas qui était là pour faire un suivi un peu physiologique de mes données récoltées pendant mes nuits notamment. Qui est un physiologiste. Et puis après, évidemment, la famille, les copains. Ouais, ça fait quand même donc il y a pas mal de monde. Ouais. Après, j'essaye... Faut pas t'envoyer un message en petite notif alors que t'es à 20 mètres du sommet et que tu commences à être oxy, quoi. Il y a un moment donné où, par contre, je coupe toute communication et... Tu le dis. Oui, parce qu'en fait, il faut que je me mette dans une forme de calme, de sérénité avant de partir. Et pour le sommet, dans tous les cas, je prends pas de téléphone, je prends pas de système de communication. Ouais. Ok. Autre que celui avec le camp de base, donc j'ai juste une radio, talkie-walkie, qui me permet de pouvoir avoir mes collègues au camp de base. Ok. Quand je dis mes collègues, c'est juste 2 personnes, c'est 2 caméramans. Et donc il y a Thibaut Marot qui était au camp de base et Seb Montaz qui lui était sur la montagne avec moi. Ok. Et eux, ils prennent les données météo, ils prennent les données un peu qu'ils peuvent avoir. Et ils facilitent la digestion de l'information. Alors, le lien météo, il se fait avec un routeur météo. On appelle ça un routeur météo qui, lui, est Yann Gezendaner qui est situé à Chamonix. Ok. Voilà, ouais. Et c'est un gars super que j'engage depuis mes premières expéditions. Il a une expérience dingue. Et en fait, il regarde les modèles et plusieurs fois par jour, il nous envoie un bulletin météo qui est beaucoup moins fiable que dans les Alpes. Beaucoup moins fiable. Donc, il y a des fois où ça marche, des fois où c'est complètement le contraire de ce qu'il avait dit. Mais on le sait à l'avance. Tu sais le pourcentage de chance que... C'est dur d'avoir un pourcentage de chance. Non, c'est hyper aléatoire. Non, alors souvent, moi, je lui demande son indice de confiance à lui, combien à peu près il l'estime, à combien il l'estime, mais... Il y a des journées où des courants de vent, des courants météo qui sont favorables à justement de l'instabilité. Donc on sait parfois que ça va être beaucoup plus aléatoire que d'autres moments. Et ce Yann Gezendaner, pour le coup, moi je suis en lien direct quand je suis au camp de base, mais une fois parti, je fais confiance à la météo. Et le fait que l'ascension ne dure qu'une journée, finalement, ça fait que j'ai pas du tout besoin d'avoir d'update sur la météo. Oui, parce que la majeure partie des gens, du coup, qui grimpent le K2, le Brock Peak... c'est 8000, ouais. C'est tous ces 8000, à chaque fois, c'est en plusieurs jours. Généralement, tout compris, ouais, ils mettent 5 jours aller-retour environ. Ouais. Wow, ouais. Ok. Toi, avec oxygène. Ouais, avec oxygène. Ouais. Toi, donc, c'est en style alpin, donc pour ceux qui sont non initiés, c'est-à-dire que tu n'utilises pas les cordes fixes. Si, alors c'est pour ça que c'est du style alpin hybride. Ouais. C'est compliqué à comprendre, mais en gros, en gros, le style alpin hybride sur le K2, par exemple, c'est défini par le fait que je n'utilise pas d'oxygène et je n'utilise pas d'aide extérieure pour porter mes sacs à dos. Donc en gros, je suis totalement autonome. J'ai 0 personne avec moi qui m'aide à grimper. Par contre, je vais utiliser la corde fixe. Et c'est pour ça que c'est un projet qui, techniquement, pour moi, est extrêmement bas dans l'échelle de la difficulté. Tu vois ? Ah, même le K2 ? Ouais. Oui, okay. oui. C'est une via ferrata de haute altitude.
Je suis désolé pour ceux qui sont un peu déçus et qui Non, mais pensaient tu vois, que on le se K2 dit- était compliqué, mais... Tu vois, on se dit que c'est la montagne la plus dangereuse. Pourquoi elle est si dangereuse alors? Pourquoi il y a autant Pourquoi on dit que c'est la montagne la plus dangereuse du monde? Ouais, ben parce elle est très raide, donc il y a des versants où il y a beaucoup de chutes de pierres, parce qu'il y a une exposition au soleil qui fait qu'il y a souvent du gel-dégel. Ok. Et puis parce qu'il y a une immense barre de glace qui se situe à 8300 mètres, qu'on appelle le Sérac Bottleneck, qui est une barre de glace de 100 mètres de haut, verticale, tu vois. Ok. Et en fait, souvent, tu as des morceaux de glace qui se détachent de cette barre de glace. Et toi, tu dois faire de l'escalade de glace dessus. Tu le contournes par la gauche, mais par contre, tu passes dessous et tu restes longtemps en aval. Et vu que c'est très haut en altitude, tu peux pas aller bien vite. Et donc, en fait, tu as toujours peur qu'il y ait une chute de glace qui te percute, quoi. Ouais. Ok. Il y a eu des drames comme ça où ça a coupé les cordes, les gens étaient Ouais. bloqués, et du Par coup, 5 ou 6, ouais. ils sont décédés suite à ça. Donc, c'est très stressant. Moi, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais pas envie d'aller sur cette montagne à la base. Je m'étais dit, le K2, pour moi, c'est trop dangereux parce qu'il y a ce gros sérac. Mais ces séracs, ces barres de glace, elles existent dans les Alpes aussi. Et on passe souvent sous ces barres de glace. Moi, je l'ai fait beaucoup avec des clients, par exemple, sur la voie normale du Dôme des Écrins, qui est un super sommet dans le massif des Écrins, un 4000. Et tu restes des heures et des heures sous ces barres de glace, qui peuvent tomber aussi. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi on a plus peur sous cette barre de glace à 8003 que dans les Alpes à 3005, si tu veux. Et je pense qu'il y a un peu un côté mystique dû au fait que, justement, on définisse ce genre de montagne comme étant des montagnes tueuses, peut-être un peu trop rapidement. Je dis trop rapidement parce que maintenant, on se rend compte qu'en fait, les datas, elles ont changé. L'année où j'y suis allé, il y a eu très très peu de décès par rapport au nombre de summiters. Donc finalement, ça se réduit considérablement le nombre de décès par rapport au nombre de summiters, le pourcentage. Et donc techniquement, c'est pas difficile. Ouais. Ok. Alors évidemment, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'alpinisme, c'est troublant. Mais si tu veux, dans l'échelle de la difficulté technique en alpinisme, le difficile, il est très très loin. Ouais. C'est beaucoup plus dur un projet comme le Janu que tu as fait au Pakistan, Voilà. où vous ouvrez la voie Oui, et là, ça n'a rien à vous voir. faites une trace qui n'a jamais été explorée, c'est plus dur. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais par contre, ça n'empêche pas, sur le K2, même si c'est beaucoup plus facile et très accessible, techniquement parlant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très peu forts en alpinisme et qui vont sur le K2. Parce qu'ils y vont avec oxygène. Donc en gros, quand ils arrivent au sommet, c'est comme s'ils étaient à 6000 mètres, en ressenti physiologique, tu vois. Ce qui peut être déjà pas mal. Ce qui peut être pas mal, mais 6000 mètres, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui y vont en Amérique du Sud, sur les volcans, et qui montent à 6000 mètres assez rapidement en respectant des paliers d'acclimatation, etc. Mais par contre, sur le K2, eh ben, c'est des gens qui sont pas à l'aise techniquement souvent et qui arrivent quand même. Voilà. Ah ouais. Qui arrivent quand même. Alors, ça reste plus technique que l'Everest, c'est vrai, parce que c'est souvent plus raide, il faut mettre ses crampons parfois sur des petites aspérités rocheuses. Il y a une gestion de son corps à avoir au niveau de l'équilibre qui est plus délicate, ça c'est évident. Mais par rapport à un Janu, une face nord des Grandes Jorasses au-dessus de Chamonix, on est à des années-lumière. D'accord. Par contre, tu peux y apporter une dimension de performance justement en le faisant le plus rapidement possible. C'est dans le même sens que par exemple gravir le Mont Blanc le plus vite possible. Comme Kilian Jornet le fait, ou comme moi je l'ai pu le faire ce printemps en ski, en aller-retour. Donc en gros, tu as le même support, le même environnement, mais par contre, tu ne fais pas du tout la même ascension et tu ne vises pas du tout le sommet de la même manière. C'est l'art et la manière, voilà. Ouais. C'est comme une piste d'athlétisme, hein. Tu peux le faire en mode marche ou tu peux Bien sûr. le faire en mode je veux battre le 500 mètres. Ouais. Non, mais j'étais curieux de t'amener sur ce terrain-là, justement, tu vois, de savoir à quel point c'était difficile pour me rendre compte par rapport aux Grandes Jorasses, par rapport à d'autres choses que tu as pu faire. Donc, le fait que tu aies toujours cette corde-là que tu peux tirer dessus et que tu peux descendre très rapidement en rappel sur la même corde, c'est un élément déjà très sécurite, qui t'apporte beaucoup de sécurité. Et puis ça lisse toutes les difficultés. T'es toujours encordé, quoi. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu peux toujours tirer sur quelque chose qui est identique, et c'est une corde fixe, en fait. Alors que quand tu grimpes sur le Janu, c'est toi, pour le coup, qui dois mettre tes protections, qui dois surmonter les difficultés avec tes propres mains. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le même alpinisme. Ouais, ok. Il faut combien de temps d'approche pour aller au K2 ? Le K2, c'est loin par rapport à
à l'Everest notamment, par exemple, entre le point de chute après l'avion international et le moment où tu arrives au pied de la montagne. Là, on a un autre avion à prendre depuis Islamabad pour aller à Skardou, une Jeep pendant 6-7 heures environ, un peu moins, mais avec les arrêts, ça fait à peu près ça, pour aller à un petit village, à Skolé. Et de là, pour la plupart des gens, il y a à peu près 6 jours de marche. Voilà. Alors après, tu peux le faire en 4 jours, et ça reste convenable en termes d'efforts ressentis. Mais c'est un long glacier immense qui s'appelle le glacier Baltoro, sur lequel tu marches pendant longtemps. Et avant ce glacier, tu marches pendant 2 jours sur des sentiers où tu commences à voir les montagnes. C'est très sec, il n'y a pas d'arbres. C'est très très minéral, c'est orange, c'est sableux, c'est jaune, et puis tu vois les pics au loin blancs. C'est la particularité du Pakistan, c'est ça, c'est que par rapport au Népal, il n'y a aucune jungle. Au Népal, il y a beaucoup de jungle, c'est très humide en bas. Là, tu passes de quelque chose de désertique à quelque chose de désertique. Mais c'est un désert différent. En bas, c'est le vrai désert. Et en haut, c'est un désert blanc, minéral, glaciaire. Et tu passes d'un monde austère à un monde austère. Ouais. Combien de temps il faut pour s'acclimater ? Ça dure combien, toi, ton acclimatation Ouais, c'est un long processus. Alors, plus tu montes haut, plus ça te demande de l'acclimatation. Et donc, c'est ça qui fait la particularité des expés sur des sommets hauts, en style alpin, donc sans oxygène. C'est que ça demande des temps d'expédition très longs, quoi. Et là, c'est pour ça qu'on avait pris une fenêtre de temps de 2 mois, parce qu'une fois que tu arrives au pied de la montagne, commence un vrai processus d'acclimatation. Il débute même au camp de base, parce que tu es déjà à 5000 mètres, donc c'est déjà très haut. Ouais, moi, c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai fait le Mont Blanc à 4005, je me suis pris une dose. Après, j'ai été un peu bête. Je pense que j'ai un peu essayé de monter trop vite, tu vois. Mais je me suis pris une dose. Je suis arrivé au sommet, j'avais pas dans le crâne, envie de vomir. En gros, c'est sûr que la redescente, j'étais pas bien, quoi. Ça m'étonne pas. Mais le corps, il est pas fait pour monter à ces altitudes-là et très rapidement. Donc, c'est pour ça que pendant le trek, on prend le temps. On séquence un petit peu nos nuits et on respecte un palier de 500 mètres maximum entre chaque nuit, à partir de 3500 mètres environ. Disons que jusque 3500, généralement, même avec mes clients dans les Alpes, on y montait directement. Ouais, ça, c'est pas de problème. Mais par contre, au-dessus, on faisait en sorte de respecter ces paliers, tu vois. Ouais. Et effectivement, quand tu arrives au sommet du Mont Blanc, faut te dire que c'est là où on dort, nous, en camp de base, dans nos tentes. C'est là où on s'installe pour véritablement démarrer l'aventure. Une fois que tu as le mal des montagnes, là, comme ça, est-ce que si t'es mal, par exemple, à 5000, est-ce que tu es obligé de redescendre pour que ça disparaisse ? Ou est-ce que tu peux rester à 5000 et ça peut s'atténuer avec le temps ? Ça dépend. Tu as 3 types de mal aigu des montagnes, de MAM. Et selon les symptômes, tu peux savoir quel type c'est. Mais en gros, le seul médicament, c'est la redescente. Le seul médicament vraiment qui peut te sauver, c'est la redescente. Le truc le plus puissant, c'est aussi l'oxygène. Si tu n'as pas le choix de rester à un endroit très haut et que tu commences à avoir un mal aigu des montagnes, là, l'oxygène, ça fait le même effet que si tu redescendais, finalement. Et puis, le but, c'est d'essayer d'éviter d'avoir les symptômes qui apparaissent. Parce que là, ça veut dire que ton corps s'est mis dans un stress tellement énorme que pour derrière récupérer de ce stress-là, ça va peut-être t'handicaper, si tu veux, dans le processus d'acclimatation. Ce qui est sûr, c'est du camp de base. Nous, on fait des rotations. Donc, on va partir du camp de base et puis on va monter en altitude, soit à la journée. Donc, c'est-à-dire que le soir, on va redormir au camp de base. Ça, c'est généralement les premières journées après être arrivé au camp de base. Tu déposes un peu de matos en haut, peut-être. Ouais, tu peux en profiter pour déposer du matériel. Là, typiquement, on en profitait souvent pour descendre en parapente et du coup avoir un petit peu de fun aussi pendant ces périodes qui sont assez dures à vivre. Et puis ensuite, généralement, tu vas faire des nuits en altitude. Et ces nuits-là, tu es obligé de les faire pour imaginer un jour pouvoir grimper sans oxygène le K2. Et donc, par exemple, moi, j'ai fait 5 nuits entre 6100 mètres et 6700 mètres. Ok. C'est des nuits qui sont pas T'arrives à dormir ? Non. T'es malade, non ? T'es pas bien. Alors, il y a des nuits qui ont été cool. Déjà, il faut avoir des boules caisses, c'est important parce que avec le vent, en fait, les parois de la tente, si tu veux, ça flappe toute la nuit et donc ça t'empêche de dormir. Donc pour moi, les boules caisses, c'est un peu la magie
est la clé pour bien dormir. Et ensuite, en cire et tout, et tu te fais un plâtre dans les oreilles, quoi. Ouais, puis je prends généralement le coussin de l'avion international et puis je le garde jusqu'au bout et en fait, ça me fait un petit coussin pour bien dormir. En gros, se mettre dans de bonnes dispositions, c'est important pour avoir un certain confort. Mais à la fin, le manque d'oxygène fait que ton corps, il est en alerte toute la nuit, tu vois. Et donc, ton sommeil profond, il est déréglé, il est complètement instable. Ouais, donc, tu dois trouver un juste équilibre, si je comprends bien, entre pousser le bouchon, faire de l'acclimatation le plus possible et en même temps, pas trop y passer du temps parce que tu perds de l'énergie, exactement. Ton corps, il est en souffrance. Il faut vraiment que tu essaies de pousser le curseur pour faire en sorte que ton corps il stresse volontairement pour créer des globules rouges en plus, pour qu'il y ait une meilleure répartition, une meilleure diffusion de l'oxygène, et notamment dans les périphéries, là où il y en a souvent le moins. Et en même temps, si tu en fais trop, là, tu peux avoir un état de fatigue qui ne te permette pas de pouvoir grimper. Et donc, il va falloir redescendre, faire le plein de fraîcheur et espérer faire des meilleures nuits à 5000 mètres. C'est une logistique, tu vois. Et finalement, je trouve, on applaudit beaucoup les alpinistes pour le sommet en soi. Ouais. Mais je trouve que le plus dur, c'est avant. Ah non, mais c'est laborieux. Désagréable, c'est désagréable. Le corps, il est stressé. Puis c'est très stratégique, ouais. Ouais, c'est très stratégique, ouais. Parce qu'en plus, il faut conjuguer ce dont on vient de parler avec la météo et les conditions sur la montagne. S'il y a beaucoup trop de vent, que c'est tempétueux à 150 km/h, tu peux pas monter. Donc, du coup, tu peux même pas passer une nuit, non. Non, nous, on a passé des nuits avec beaucoup de vent à 60 km/h, mais il y a un moment donné où il y a une limite quand même, où tu peux prendre trop de risques à monter avec trop de vent, parce que ça peut générer des chutes de pierres. Et puis, si tu as un problème, voilà, tu peux avoir beaucoup moins de chances de redescendre en sécurité. Donc oui, non, tu fais attention à la météo quand même. Et en gros, quand tu penses à ton acclimatation, tu te dis, tiens, je vais monter tel jour à tel endroit pour faire telle nuit. Et puis en fait, sur le terrain, peut-être que ça va être tout l'inverse et ça va chambouler tes plans. Et c'est là où justement, on en parlait au début, il va falloir faire appel à un petit peu de tolérance avec quelque chose de beaucoup moins cartésien que ce que tu avais prévu à la base. C'est l'adaptation. Ouais, à ce moment-là, de toute façon, t'as que ça. En fait, c'est pour ça que ça m'intéresse, ce dont on a parlé au début, sur la perception de l'effort, sur le ressenti de ton corps, parce que ça fait appel à la même valeur. C'est à l'adaptation, et puis c'est à l'écoute, et puis à l'abandon, en fait, de ce à quoi tu pensais, ce à quoi tu croyais, ce à quoi tu t'es raccroché depuis le début, si tu as un esprit cartésien. Ok. Je te ramène un tout petit peu sur la partie data, mais c'est important, parce que j'ai l'impression que tu maîtrises quand même bien à la fois le ressenti perso et en même temps l'usage un petit peu de la donnée. Ouais. On t'entend souvent, tu vois, quand tu racontes ces ascensions-là, vu que tu mets le chrono, la gestion du rythme. Tu vois, et tu dis, il faut partir fort, mais il faut quand même en garder beaucoup sous le pied pour pas se mettre dans le rouge. Qu'est-ce que la science ou la théorie, elle dit sur pas dans le rouge? Est-ce que, tu vois, c'est un BPM à garder? Est-ce que toi, c'est un ressenti de souffle et de respiration? C'est quoi le bon rythme, tu vois, à la fois par la science et à la fois par le ressenti? Ça a été un élément clé, en tout cas, dans la manière dont je me suis préparé, dans la manière dont je suis retourné au K2 et dans la manière dont j'ai appris de mes erreurs 2 ans auparavant. C'est que justement, c'est cette gestion de l'effort. Et ça peut paraître ridicule, mais cette gestion de l'effort pendant l'ascension, elle a été extrêmement travaillée avec Léo Viré et Fabien Dupuis. Et donc sur le K2, je savais que ce qui allait me sauver, c'était le fait de ne pas trop me mettre dans le rouge pendant l'ascension. Parce que sur un 8000, pour aller vite, il faut aussi savoir aller lentement, si tu veux. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est la base. C'est que si tu te mets dans le rouge dès le début, tu es sûr que ta consommation en oxygène, elle va être telle qu'arrivé à 8000, ton cerveau, il va capoter. Donc, en gros, c'est se brider, s'auto-brider. Et c'est là qu'intervient le fait de se connaître par cœur, d'avoir une perception de l'effort enregistrée. En gros, il ne fallait pas que je dépasse 5 sur 10 d'effort. Voilà. Et quand... Donc, tu restes en zone 2. Ouais, c'est ça. Alors, voire un tout petit peu plus haut, mais pas plus. Pas plus, ouais. Et l'idée, c'est que l'altitude, elle déforme toutes les datas. Ton cœur, il bat beaucoup plus vite pour la même intensité.
Et donc, si tu mets une ceinture cardio et que tu la regardes à 6700 mètres et que tu es en zone 2, peut-être que ton cœur, il va être à 170. Et ça n'a rien à voir avec tes datas habituelles que tu vas faire à Serre Chevalier. Donc, c'est pour ça que, déjà, il n'y a pas de ceinture cardio parce que ça pèse lourd. Et de deux, il n'y a pas de ceinture cardio parce qu'en fait, c'est quasiment... c'était pas pertinent du tout. C'est quasiment inutile. Ouais, c'est inutile. C'est quasiment inutile. Donc, la gestion de l'effort, elle se fait dans la tête. Et il faut croire en ses capacités. Et c'est pour ça qu'avant de partir au K2, enfin, en ses capacités d'interprétation de son propre effort, avant le K2, avec Léo Viré, on a fait des tests avec le taux de lactatémie, notamment pour voir si, en gros, mon ressenti était corrélé avec la réalité de données scientifiques. Et donc, en gros, il me disait au début de la pente, là, tu vas faire RPE 6. Et puis, à la fin de la pente, je vais mesurer ton taux de lactate et regarder si ça correspondait à mon seuil qui correspondait à RPE 6. Et généralement, j'allais trop vite. Voilà. On a souvent tendance, compétiteur dans l'âme qu'on est, à aller un peu au-delà de la fourchette donnée. Ouais. Ouais, puis un RPE 5 ou 6, finalement, c'est quelque chose que tu fais pas souvent, tu vois. Ouais, okay, c'est un peu difficile. Enfin, je sais pas pour toi. Ouais. Pas pour toi, mais moi, c'est un peu le ventre mou. C'est plutôt 3 ou 4. Tu vois, la différence entre... c'est bâtard un peu. Entre 7 à 10, tu vois, j'ai clairement les paliers. Ouais. Tu vois, le 1, 2, 3 aussi, mais en fait, entre 4 et 6... après, moi, c'est souvent un effort que je fais en montagne. Par exemple, quand je veux faire des traversées en ski de randonnée dans des massifs montagneux pendant 16 heures, pour aller quand même vite, être efficace, RPE 5, c'est pas mal. Et c'est normalement... c'est ce que tu fais, quoi. C'est normalement un effort que tu peux réussir à tenir pratiquement de manière non pas illimitée, mais c'est le haut de l'endurance pour moi. Et c'est quelque chose que je maîtrise à peu près. Mais sur une ascension comme le K2, c'est pas évident parce que c'est une ascension longue, c'est une ascension qui est voulue, qui est souhaitée, t'as toute cette tension que tu as accumulée pendant des mois et même des années qui est en train de se manifester, enfin de se réveiller en toi à ce moment-là. Et donc, il faut savoir la maîtriser. Cette envie de prendre sa revanche. Est-ce que durant ton ascension, psychologiquement, il y a des moments où tu repenses à l'échec? T'as des souvenirs déjà? Parce qu'on dit qu'on perd beaucoup la mémoire quand on est en manque d'oxygène et que les souvenirs sont un peu troubles. Donc... De l'accident de 2022, j'ai des flashs. J'ai des flashs qui sont en tête, mais très peu. Et évidemment que cette zone-là, elle m'inquiétait énormément. Tu vois, de re-rentrer dans ce corridor où j'ai eu ces soucis, c'était quelque chose qui, pour moi, était générateur d'un stress extrême. Ouais. Et par contre, une fois que je suis parti, là, je suis dans une forme de tunnel où j'applique toute la méthode sur laquelle j'ai travaillé pendant des mois et des mois, et je me repose dessus. Je me fais confiance. Il y a une forme de confiance dans le fait que, justement, la gestion de mon rythme, elle a été bossée, elle a été travaillée pendant des mois et des mois, et je sens que j'en suis capable. Ouais. Je m'en sens capable. J'ai cette petite appréhension quand même en moi d'ouvrir la porte de la partie où j'avais eu cet accident 2 ans auparavant. Mais par contre, je me mets juste dans une forme d'instant présent, si tu veux, de connexion avec ce que je fais. Alors, c'est pas un état de flow total, parce qu'il y a moins ce risque qu'on peut rencontrer, notamment sur le Janus en style alpin, où là, tu es dans une longueur et tu n'as vraiment pas le choix. Là, le fait que techniquement, c'est légèrement inférieur et tu as tellement le temps de penser, parce que c'est long, 11 heures d'ascension, c'est quand même long. Enfin, pour beaucoup, c'est très rapide, mais en même temps, sur le terrain, oui, c'est quand même assez long. Mais le fait de ne pas communiquer avec qui que ce soit, d'être dans sa bulle, ça te permet quand même de te projeter déjà sur l'étape d'après. Et en gros, pour moi, je séquence vraiment l'ascension. Donc, il y a le camp 2 où j'ai mon premier ravitaillement. Il y a le camp 3 où là, pour le coup, je me ravitaille beaucoup plus avec de l'eau. Il y a Seb Montaz qui m'attend, caméraman, et je fais le plein d'énergie. Et ensuite, pour moi, la dernière séquence,
c'est au-delà du camp 3 et c'est cette partie-là qui est la plus importante et c'est ce qui va définir la réussite ou l'échec. Les médiamans, ils montent avec toi, les caméramans? Et bien du coup, il y a Thibaut qui était au camp de base et Seb Montaz, lui, c'est un guide haute montagne et c'est un alpiniste hyper aguerri. Et c'est un des rares caméramans qui est capable de monter dans ces zones-là. Donc il monte en haut avec toi. Alors non, il n'est pas monté jusqu'en haut, il est monté jusqu'à 8000 mètres, à peu près. Ouais. Et après, il redescend à pied. Après, lui, il est redescendu à pied, ouais. Mais il a fait voler son drone pour pouvoir avoir des images aériennes à plus de 8000 mètres. Donc il était en pilote de drone à 8000 mètres, ce qui est assez exceptionnel, ouais. C'est un risque aussi pour toi sur le projet, parce que si c'est lui qui flanche à 8000 et qui est pas bien... Ben, c'est là où on a eu une discussion avec lui, parce que du coup, il voulait le faire sans oxygène, aussi ce tournage. Ok. Et pour moi, c'était délicat, et ça a été aussi générateur d'un certain stress. C'est là où je te disais, l'écosystème autour de toi doit être aligné avec le projet, parce que ça a été générateur d'un stress dans le sens où j'avais effectivement peur qu'il ait un problème, et que il faille l'aider ou que ça mette en péril le tournage aussi qui était extrêmement important pour mes financeurs. Tu vois, les financeurs de l'expédition. Donc, ouais, c'est un gros budget. Voilà, il voulait absolument le faire en mode éthique, c'est-à-dire un tournage sportif. Et en fait, il y a eu une sorte de confrontation entre son ego à lui qui avait besoin de s'exprimer et le fait de respecter une éthique qui était louable et notre projet, je dis au pluriel, notre projet de faire un film à la fin et qu'il fallait absolument qu'il y ait des images à plus de 8000. Et heureusement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais c'est avant tout moi qui filme. Donc du coup, je dois faire aussi le job. Je dois grimper la montagne, mais je dois aussi filmer l'aventure. Okay. Donc il y a deux parties dans l'ascension. Quand je mets en place la GoPro, etc., c'est de l'énergie que je donne aussi au tournage. Et le fait que j'ai l'habitude de faire ça, ça limite un petit peu la perte de cette énergie-là, mais elle est là quand même. Il y a déjà le poids de la caméra, et moi je suis au gramme près. C'est-à-dire que j'enlève l'aimant du clip de mon casque qui me sert normalement à le mettre de manière beaucoup plus ergonomique. Moi je l'enlève pour gagner 1 gramme. Et c'est tout pareil, les étiquettes de mes vêtements, je les enlève pour gagner des grammes ici ou là, tu vois. Donc, c'est pour te dire qu'une caméra, pour moi, qui fait 160 grammes, ça a une conséquence. Ok. Il y a d'autres trucs un peu que tu retires sur ton matos pour... tu sais, moi, j'avais fait au GR20, j'avais fait le coup de la brosse à dents, le savon que j'avais coupé en 4, tu vois, pour avoir vraiment c'est pareil. Une petite boule. C'est du ultralight, quoi. Tu pèses tes chaussettes, tu pèses tes slips, tu pèses tout. Les chaussettes, non, parce que alors je sais quel poids elles font, hein, mais je prends celles qui sont les plus légères quasiment. Mais là où je suis le plus regardant, c'est surtout ce qui peut être superflu et qui ne servent pas. Tu vois, si tu veux, les étiquettes, ça sert strictement à rien. Il y a souvent des boucles sur les gants qui servent à rien non plus, des bouts de sangle sur les sacs, ça va être. Mais de toute façon, je suis très minimaliste dans le sens où je pars avec très peu de choses. Donc au moins, j'ai cette chance de n'avoir à m'occuper que de très peu de choses, si tu veux. Il y a quoi dans un sac pour ce genre d'ascension ? Ouais, quand tu pars du camp de base, il y a quoi dans ton sac ? Alors, que tu dois avoir un piolet, t'as tes crampons, mais je crois que t'as dit que t'avais des crampons qui étaient intégrés. Ouais, aux chaussures, ouais. T'as ton casque qui pèse un peu, t'as une frontale, t'as de la bouffe, t'as de l'eau, t'as ta radio, t'as quoi d'autre ? En fait, j'ai un gilet un peu comme les gilets de trail, où du coup, là, j'ai mes gourdes. Et c'est des gourdes qui sont remplies avec de l'eau chaude pour que ça puisse rester chaud pendant quelques temps. Et dans ce gilet, j'ai aussi ma radio pour être en contact avec les gars, quelques barres de céréales ici ou là. Et après, dans mon sac à dos, qui fait lui 72 grammes et qui est dans une matière très spécifique, qui s'appelle l'Alula, j'ai ma voile de parapente, qui pèse à peu près 1 kg. Et puis, j'ai une petite pharmacie, au cas où si j'ai un œdème cérébral ou justement des problèmes liés à une intoxication alimentaire et puis aussi je me fais mal tout court et que ça saigne. Bon, une petite pharmacie essentielle mais qui fait quand même à peu près 100 grammes. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre parce qu'en fait, l'idée, c'est dans ce genre d'expédition, tu déposes du matériel sur la montagne avant de faire l'ascension et tu déposes par toi-même. Et donc, ça limite le nombre de choses que tu prends en démarrant. Et d'ailleurs, si je dois être vraiment précis, la voile de parapente, elle est à 7003. Mais le sac que j'ai à partir de 7003, du coup, c'est pharmacie,
une paire de gants de rechange, une voile de parapente. Et pour te souligner le fait que c'est pas si technique que ça, mais c'est un risque aussi parce qu'il y a beaucoup d'alpinistes qui le feraient pas, j'ai pas de piolet. Ah ouais, ok. J'ai pas de piolet parce que chaque gramme compte et je considère que si les cordes se coupent, par exemple sous le Serac Bottleneck, pour X raisons, et c'est déjà arrivé comme je te l'ai dit, eh ben je vais devoir désescalader sans piolet. Et ça pour moi c'est quelque chose que j'assume. C'est un risque que je prends pour pouvoir mieux performer. Mais j'en suis complètement conscient et je sais les limites de ce genre de décision, mais je sais aussi que j'en suis capable. Alors j'ai juste 2 bâtons. Ok. Ouais, j'ai des bâtons de trail classiques. À l'époque, c'était des Black Diamond. Maintenant, je suis avec Leki, mais en gros, ça m'aide souvent. Et c'est pour ça, en fait, que mon style, il est hybride. C'est que la plupart du temps, je suis pas sur la corde. Le terrain, pour moi, il est suffisamment peu raide. Alors, pour beaucoup, il est trop raide, mais pour moi, il est suffisamment peu raide pour que je n'utilise pas la corde et que j'utilise les bâtons pour pousser, en fait. Et la montagne, ça fait quasiment 10 km de distance. Sur l'ascension ? Ouais, pour 3300 mètres. Un peu plus que ça de dénivelé, ouais. Donc, c'est très raide. Tu vois, 1 kilomètre vertical, c'est 3 km environ. Ouais, bien sûr. Donc là, on est quasiment sur un triple kilomètre vertical. Okay. Et donc, c'est pour ça que les bâtons sont facilitateurs. Ouais. Parce que tu les vois souvent sur les kilomètres verticaux, c'est les bâtons qui font la diff, généralement. Ouais. Okay. La poussée. Et donc, je tire pas beaucoup sur la corde, mais je pousse beaucoup sur les bâtons. Ouais, on le voit dans les images et tout du film. T'es souvent sur les bâtons. C'est vrai qu'on se dit que c'est peu raide, finalement. Tu donnes un sentiment de facilité qui est assez déconcertant, hein. Franchement. C'est vrai, mais c'est parce moi, je navigue dans ces environnements-là depuis tellement longtemps que du coup, c'est ce qu'on appelle ça un terrain chamois. Tu vois, c'est là où les chamois, dans les falaises, c'est le style de raideur en fait, dans lesquels généralement ils évoluent toute leur vie. Et moi, c'est un peu la même chose au fond. Et donc, j'ai ce naturel, cette aisance naturelle dans ce terrain-là. Et c'est vrai que ça peut être déconcertant. Mais par contre, la moindre glissade, elle est quand même fatale. Voilà. Donc, je fais quand même attention à chacun de mes gestes. Ouais. Mais ça, je m'en suis bien rendu compte parce que j'ai regardé un peu les vidéos du Mont Blanc, que ce soit avec Kylian, avec toi, avec Hilary Gérardi. Et tu sais, tu les vois courir non-stop. Enfin, on voit courir non-stop dans la montée. Toi, t'es redescendu à ski, mais tu perçois cette aisance. On perçoit cette aisance. Et le jour où j'y étais, moi, en redescendant, alors que j'avais pris un gros coup de bambou après le sommet et tout, mais il y a un petit moment où c'est un peu raide et tu vois, il faut pas avoir peur de rentrer dans la pente, il faut faire confiance à ses crampons. Tu sais, j'avais les genoux qui tremblaient, quoi. Tu vois. Ça m'étonne pas. Et j'ai fait beaucoup de Mont Blanc avec des clients qui étaient très forts à l'UTMB notamment. Et c'est vrai que au Mont Blanc, mettre les crampons, l'environnement, le vent, la neige gelée, le vide à droite, à gauche, c'est troublant. Ouais. C'est troublant. Quand t'as pas l'habitude d'y avoir été. Et quand j'ai fait avec Mathieu Blanchard, tu vois, la Grande Ruine dans le massif des Écrins, on a fait un sommet qui s'appelle comme ça. Pour lui aussi, c'était quand même une nouvelle aventure et beaucoup de tensions nerveuses, beaucoup de nouvelles choses à penser et extrêmement épuisant à la fin. Ouais. Et puis c'est juste en fait pas habituel effectivement pour un humain d'être dans des zones où l'enjeu il est bien différent de celui sur un sentier classique de randonnée si tu veux. Ou si tu commences à glisser, oui, ça va parfois être difficile de s'arrêter et on dit souvent, tu sais, il faut faire 10 000 heures pour exceller dans son sport ou dans son activité. C'est un peu la même chose en montagne. Il y a au bout d'un moment un switch qui s'opère. Et là où, quand tu as commencé, tu avais le vertige et ça te paraissait extrêmement dur, après 10 000 heures, généralement, oui, c'est quelque chose qui paraît extrêmement fascinant. T'as plus peur du vide, t'as plus peur de la chute, t'as plus... tu te sens dans ton environnement. En tout cas, juste ton niveau d'aisance, il augmente considérablement. Et ça, c'est juste propre au nombre d'heures que tu vas faire là-haut. Et par contre, après, l'attention que tu mets, le fait d'être conscient que ta chute peut être fatale, ça, par contre, c'est important que ça reste ancré. Sinon, si tu commences à ne plus du tout avoir peur, c'est là que les choses peuvent commencer à tourner mal. Ouais, ok, je vois. Mais il ne faut pas que cette peur soit paralysante, comme c'est souvent le cas quand tu commences l'alpinisme.
Donc, elle est juste présente, tu vois, dans un petit coin de ta tête. Mais l'essentiel est focus sur comment tu bouges, comment tu moves. C'est quoi ta relation d'ailleurs à la peur et à la mort, tu vois? Parce que tu fais beaucoup de choses, tu fais tout en style alpin sans oxygène. Tu prends même pas une bouteille d'oxygène de secours sur toi au cas où, tu vois. Donc c'est quand même que tu te mets dans une zone de danger assez extrême, assez élevée, en tout cas de mon point de vue de citadin, même si je suis très sportif, que je reste sur les sentiers, que je fais beaucoup, tu vois, je me dis ok, physiquement j'arrive à connecter avec toi, tu vois, en me disant bah tiens, je vois comment il gère son effort, je vois comment tu le penses et tout, mais par rapport à la relation au danger, là il y a une séparation où je me dis tiens, ça là je me sens différent de toi, tu vois. C'est quoi ta relation au danger et à la mort? C'est des trucs auxquels tu penses ou auxquels t'enterres un peu ça? Comment... Non, je suis très sensible à la mort. J'ai absolument pas envie de mourir. Et au contraire, j'ai envie de vivre, mais c'est ça qui me fait le plus peur, c'est justement de ne pas vivre, si tu veux. Je vais presque retourner la question. Est-ce que tu as peur de ne pas vivre? Eh ben oui, j'ai peur de ne pas vivre. Et pour moi, vivre actuellement, c'est effectivement avoir ce degré d'intensité. Et ce degré d'intensité, je le trouve que... comme je l'ai dit, sur ce fil entre la vie et la mort. Alors, pas tous les jours, mais j'en ai besoin souvent. J'en ai besoin souvent et c'est ce qui m'a fait passer des caps dans la vie en tant qu'homme. Et c'est ce qui m'a fait comprendre des choses dans le sens où tu te connectes à toi-même, tu t'exposes. Et pour moi, oui, la vie, elle doit être risquée. Elle doit être risquée. Mais pour d'autres, c'est pas le cas parce que c'est pas un besoin qu'ils ont. Et c'est la connexion, enfin en gros c'est le lien entre qui tu es, si tu veux, ce dont tu as besoin et ce que tu es capable de faire, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous besoin d'approcher ce niveau de risque et encore heureux. Mais moi c'est le cas, voilà. Et si ça n'avait pas été l'alpinisme, ça aurait été peut-être autre chose. Bien sûr. Il y a des surfeurs qui vont sur la vague de Nazareth. Il y a des apnéistes qui vont sans sécurité à des profondeurs extrêmes. Il y a des humains sur Terre qui, c'est comme ça, ont besoin d'exprimer leur vie, enfin en tout cas de recevoir ce sentiment de vivre à travers le risque. Et pour moi, je suis OK avec ça. Je suis aligné avec cette idée-là jusqu'au jour où ça changera. Peut-être qu'un jour, tu vois, je me dirais non, je n'ai plus envie là. Je suis bien en bas en fait et sans prendre de risques. Mais c'est pas le cas actuellement. Par contre, je veux revenir vivant et je mets tout en œuvre pour maîtriser ce risque. Ce qui me plaît, c'est ça, moi. C'est pas d'y aller de manière insouciante, inconsciente. C'est d'y aller de manière préparée, maîtriser au mieux les risques que je prends et de revenir. Ça, c'est quelque chose de ultra kiffant. Ok. C'est le plan, la construction du plan, peut-être. Ouais, la construction du plan. Et sur le terrain, réussir à déjouer la mort pour revenir vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est addictif et sur lequel je travaille beaucoup encore maintenant. Mais souvent, les gens confondent les prises de risque. Il y a souvent beaucoup plus de prises de risque quand tu commences l'alpinisme et que tu n'es pas conscient de là où tu vas, si tu veux, que dans le haut niveau de l'alpinisme où finalement, on mesure tout. On mesure tous les risques qu'on va prendre. Et quand je m'arrête, je fais une pause au K2, il y a toute une intellectualisation des prochains risques à prendre, comment je vais essayer de les gérer sur la météo, sur mon mental, sur mon physique, sur ce que présente la montagne, tu vois. Donc, il y a toujours un tableau de gestion du risque auquel on répond avec des petites cases. Alors là, du coup, c'est un esprit peut-être un peu plus cartésien qui se met en place. Mais voilà, c'est une démarche qui montre et qui tend à vouloir absolument revenir en bas en vie. Et c'est ce à quoi j'aspire moi, c'est de passer toutes ces prochaines étapes, tous ces prochains projets et de rester parmi tous. Il y a toujours un avant et un après. Là, un 8000, tu vois, ou une grosse ascension. Et est-ce que l'avant-après, il est le plus différent, le plus t'as pris de risques ou le plus t'as joué un peu avec ce danger? Ouais, c'est assez...
singulier en fonction des expéditions, c'est du cas par cas. Par exemple, au K2, j'ai eu cette sensation justement peut-être d'être allé un peu trop loin dans l'effort, voilà. Et j'ai eu cette sensation de performance peut-être un peu entachée par le poids de ce projet-là, si tu veux. Ouais. Par le poids du projet qui a été presque un boulet pendant des mois, des années. Et cette forme de déception quand tu arrives au sommet, que finalement tu t'es dit ça allait tout changer, et qu'en fait ça change pas tant que ça. Donc c'est un cumul de tout, et il y a des ascensions où au contraire, comme au Broad Peak, c'est une vraie célébration d'une forme d'aboutissement, si tu veux. Et comme quoi c'est extrêmement variable en fonction de comment tu te sens dans ta vie et dans ta carrière d'alpiniste. Mais le K2, ça aurait dû être un aboutissement, et là, je le prends un petit peu tel quel en ce moment, mais sur le moment, ça l'était pas. C'était pas un aboutissement. J'étais presque dans le dégoût, justement, d'avoir été dans cette démarche dont on vient de parler, à savoir ce rapport entre la vie et la mort. Ouais. Et presque dans ce dégoût d'être complètement conscient de ça et de me dire, bah, tiens, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Okay. C'est quoi il faut monter jusqu'où pour qu'un jour ça finisse ? Comment on fait pour redescendre avec une voile de parapente ? C'est quoi la différence avec le sommet du Mont Blanc, ou c'est quoi la différence avec la dune du Pilat, tu vois ? Mais souvent, les gens pensent qu'avoir une voile de parapente et faire une ascension avec son parapente dans le dos, c'est extrêmement facilitant. Y a tout qui est plus facile, mais pas du tout. Parce que quand je monte, moi, je suis pas du tout sûr de décoller, et je me conditionne au fait de descendre à pied. Et ça a été le cas à bien des ascensions. Je veux dire, je suis arrivé au sommet, les conditions n'étaient pas du tout celles annoncées, le vent était beaucoup trop fort, et là, il a fallu que je descende à pied. Et donc, dès lors que je commence une ascension avec une voile dans le dos, je me conditionne, je me dis, dans une petite voix dans ma tête, prépare bien la descente, il va falloir que tu descendes sans voler. Mais pour autant, sur le K2, c'était une journée exceptionnelle. C'était une journée... vraiment qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années. Il y avait zéro vent au sommet, il y avait des températures hyper clémentes, et à ce moment-là, j'ai compris que c'était possible de décoller, si tu veux. Mais en parapente, les deux moments les plus critiques, c'est le décollage et l'atterrissage. Et si tu te fais mal au sommet du K2, en essayant de décoller, mais que tu te rates, parce que tu te fais une cheville ou tu te tords le genou, t'es cuit. Personne qui va t'aider si tu es 50 mètres versant chinois, tu vois, sous le sommet, complètement décalé de la voie normale. Personne qui va aller te secourir. Donc, tu as quand même ce stress-là au moment où tu décolles, de dire, là, il faut que je sois focus. Et là, pour le coup, tu es dans un moment de flow. Ok, c'est pas dur techniquement. Non, c'est pas extrêmement dur techniquement. Mais t'as pas le droit à Mais avec l'hypoxie, déjà, tu peux faire des conneries. Tu vois, t'es moins lucide sur tes faits et gestes. Donc, par exemple, il y a un copain là qui était là juste après moi, 3-4 heures après moi, qui s'appelle Blutch, qui lui réussissait pas à décoller. Parce qu'en fait, il voulait décoller d'une certaine manière, comme il avait prévu de le faire. Il n'y avait pas assez de vent, et du coup, sa voile ne gonflait pas. Et donc, il s'y est pris à maintes reprises, et au bout d'un moment, il a arrêté complètement, et il s'est juste étalé au sommet de nouveau pour faire une sieste. Et après, heureusement, un autre copain, Zébulon, qui lui est vraiment extrêmement compétent en parapente, l'a aidé à décoller en étalant sa voile, etc. Mais pour te dire que ça peut être critique, à des moments. Ouais. Vous étiez une belle team à y aller quand même. C'était historique. Ouais, c'était historique. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui avait décollé avant du sommet. Ouais, Blood, Zébulon, toi. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, en fait, avant nous, les années d'avant, etc. Donc, c'était quand même une journée historique pour le parapentisme français. Et même mondial, du coup. Et mondial, oui, carrément. Mais c'est vrai que 4 Français qui décollent du sommet du K2, on a célébré ça le lendemain quand on s'est tous vus ensemble au camp de base avec tous les Pakistanais. Ok. Bon, on arrive à la fin. J'ai 4 questions que j'aime bien poser à la fin des épisodes. C'est passé très très vite. J'ai pas vu le temps passer. Ouais. La toute première question que j'aime bien poser, c'est quoi le trait de personnalité sur lequel tu travailles le plus, ou tu as le plus travaillé ? Moi, c'est le syndrome de l'imposteur.
J'ai porté ça pendant longtemps. Et c'est quelque chose qui a été vraiment limitateur, en fait, pendant des années et des années. Et surtout, c'était pas agréable à porter parce que tu revenais d'une ascension et puis tu avais vraiment la sensation de ne pas avoir fait une performance. Quand les gens te félicitaient, pareil, tu te sentais vraiment pas bien. Et puis, c'est pas agréable pour la famille non plus parce que tu reviens d'une ascension et puis t'as pas forcément le gros smile, tu vois. Et c'est une forme d'humilité aussi, hein, donc je le garde toujours dans mon ADN et il est toujours là. Mais il commence au fur et à mesure à s'effacer. Ouais. Ok. Ouais. Tu fais quoi pour l'effacer ? De la montagne. Je fais justement des ascensions qui me permettent de comprendre. Je pense que le partage aussi m'aide beaucoup. Partage avec les gens, tu vois. Les réseaux sociaux m'aident d'une certaine manière. Et puis juste m'accepter comme je suis. Donc je bosse avec une psy depuis 1 an et demi seulement. Alors j'avais bossé avec une psy quand j'étais jeune adolescent, mais là c'est une psy qui est spécialisée en plus dans le sport de haut niveau, donc elle sait ce qu'on traverse. Et il y en a beaucoup dans le sport de haut niveau qui ont le syndrome de l'imposteur. Mais cette faiblesse, c'est aussi une force. Hein. Bien sûr. Tu bosses beaucoup plus pour compenser. Voilà, c'est ce qui nous permet aussi des fois de nous dépasser complètement parce qu'à la base, on croit tellement peu en nous que... Donc c'est une forme de manque de confiance. Enfin, en tout cas, ça génère un manque de confiance en soi. Donc oui, c'est avec un travail de psy, et il faut être honnête. Hein, parfois, il faut se faire aider. Et c'est un message aussi que j'adresse à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire aider. Et au contraire, c'est souvent une belle preuve d'humilité. Ouais, bien sûr. Puis ça fait du bien, tu vois. Moi, je trouve, oui. Faut être honnête. D'avoir un autre regard, on n'est pas parfait, on a des pensées noires des fois, ou tu vois, des trucs... Et puis, c'est des choses les choses exigeantes comme ce que je fais moi, ça demande à ce que l'esprit soit quand même clair. Bien sûr. Et assez sain. Et c'est pour ça que ma pratique de l'alpinisme, je sens qu'elle change aussi. C'est directement lié à l'homme que je suis avec un grand H. Ok. C'est quoi ton plus gros point fort ? Mon plus gros point fort, c'est la détermination. C'est juste, c'est une fois que je me suis mis un projet en tête, généralement, je lâche pas le morceau. Ouais. Et je suis capable d'accepter beaucoup de choses. Ouais. Pour l'objectif. Pour l'objectif. Ouais, je suis capable de casser beaucoup de barrières psychologiques. Mais c'est ça que je recherche aussi beaucoup. Hein, c'est d'affronter ces peurs-là. Parfois, ces croyances aussi parfois limitantes qu'on peut avoir. Du style, je me sens pas capable de faire ça, c'est pas possible, il fait beaucoup trop froid. Et d'ailleurs, quand je parle des mauvaises ascensions, ce qui vient en premier dans la tête des gens et leurs remarques, c'est généralement les peurs aussi qui m'habitaient à une certaine époque. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller et me dire, non, je peux aller au-delà de tout ça. Et c'est ce que je me suis prouvé en fait d'année en année, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui a un petit peu... pas peur de tout, mais en tout cas, je suis complètement conscient de tout ce qui m'entoure, de tous les dangers qui peuvent apparaître. Et je suis très frileux, j'ai très, très peur du froid. Et puis en fait, maintenant, je me suis rendu compte que mon cerveau était capable de switcher puis d'accepter du moins 20 degrés s'il le faut. Mais c'est cette détermination qui m'amène à aller loin dans l'effort. Et il y a des périodes de ma vie où j'étais tellement prêt à perdre beaucoup que j'ai pu exprimer une part de moi qui m'a amené à faire des choses assez dingues que je ne serais pas capable de faire peut-être aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant, ouais. Ce que tu es prêt à perdre pour te transformer. Ouais. Donc, parfois, ça vaut le coup de s'arrêter un moment et de se dire, est-ce que ça vaut le coup, tu vois ? Est-ce que le prix en vaut la peine ? Ok. Mais globalement, cette détermination, elle peut t'amener aussi dans la vie à aller loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste que ça soit aligné avec ce dont tu as besoin sur le moment. Voilà. Faut pas que tu regrettes le choix de t'être engagé dans quelque chose plus tard. Ok. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose très rarement, voire jamais, et pourtant, tu aurais beaucoup de choses à dire dessus ? Ouais, c'est comment je me sens... après les sommets, quand je me retrouve chez moi à la maison tout seul, derrière les rideaux, on va dire. Et ça... C'est comment à ce moment-là ? Parfois, c'est un gouffre
abyssales. Hein. Parfois, c'est pas facile à supporter parce que là, je reviens de 2 mois d'expédition au Népal, par exemple, et puis voilà, tu retrouves la vie normale et c'est aussi vertigineux que d'être sur les pentes de ce Janus Est avec une face nord de 2300 mètres. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. C'est quoi les mots que tu mettrais dessus ? C'est la solitude. C'est la solitude, mais c'est quelque chose que je recherche aussi et dont j'ai besoin énormément. Mais c'est ce paradoxe que j'ai actuellement, effectivement, entre me mettre en avant, essayer de populariser l'alpinisme, essayer de vivre de mon image, de ma passion, et en même temps, l'autre personne que je suis qui a besoin de beaucoup plus de calme, de sérénité. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être dans des endroits où je trouve cette paix que seule, pour l'instant, en tout cas, la montagne m'amène. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un moment du quotidien, tu vois, des scènes un peu basiques où tu te dis, tiens, là, je suis pas comme les autres. Ben, c'est pas le quotidien qui me fait dire ça, c'est justement plutôt quand je prends du plaisir à grimper en solo dans la face ouest des Drues notamment, là où tout le monde se dirait mais non, c'est le paroxysme de la douleur et de l'absurdité. C'est dans ces moments-là que je me dis là je suis pas comme les autres. Et puis la relation avec la mort qui pour moi est simple dans le sens où j'ai aucune peur de la mort en elle-même parce qu'elle fait partie de la vie directement et j'ai aucun souci à dire que je préfère avoir une seule vie si tu veux mais qu'elle soit hyper intense plutôt qu'en avoir 100 mais qui soit hyper tiède. Mais c'est à ce moment-là où j'ai l'impression d'être un peu tout seul des fois, où je me sens pas forcément aligné avec le reste de la société. Ok. C'est marrant parce que je reviens à mon expérience du Mont Blanc et mon mal d'altitude. Je pense que pendant ce qui m'est arrivé, alors c'est à moindre mesure, tu vois, c'est une goutte d'eau comparée à l'océan que tu vis. Mais c'était un calvaire pour moi parce que j'avais pas visualisé la douleur que j'allais avoir, j'avais pas assez anticipé le mal vraiment des montagnes. Et le soir même, j'ai un copain qui me disait, tiens, est-ce que pour 20 000 € tu remontes demain, tu vois ? Et je lui disais, mais jamais de la vie, tu vois, alors que je suis loin, tu vois, d'être dans l'aisance pour que je puisse refuser 20 000 € comme ça, tu vois. Et là, sur Terre, tu me demandes de faire, pour 20 000 €, tu me demandes d'aller courir 200 km maintenant, comme ça, avec les chaussures, la tenue, comme ça, je te dis, ouais, pourquoi pas, là, tu vois, j'aimerais tenter ce pari. Mais là, j'étais tellement mal, je disais jamais, jamais, jamais. Et là, quelques semaines après, je me dis, mais putain, j'ai envie d'y retourner, quoi. Ouais, ça fait ça, c'est tout le temps. J'ai envie d'y retourner et de faire mieux et d'y aller un peu plus fort, un peu plus vite, mais un peu plus intelligemment, tu vois. Ouais. Et il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu veux te refaire mal comme ça ? En fait, tu vas revivre le même truc, tu vois. C'est une confrontation avec soi, hein, et ça vient d'où, ça ? On se découvre. Ben, c'est cette énergie que provoque en nous, qu'amène en nous la montagne, et qui est dingue. C'est ce rapport au danger, je pense, et ce rapport à nous-mêmes, à l'image qu'on se faisait de nous-mêmes, au fait que... Et puis, cette volonté de se surpasser, je pense aussi, hein, d'aller au-delà de ce qu'on s'imagine capable de faire. Et là, typiquement, c'est sûrement le cas pour toi. Tu veux te prouver que, en fait, tu es capable de solutionner ce genre de problème. Et puis, il y a quand même aussi une connexion forte avec l'environnement qu'il y a autour. Je pense que quand tu étais là-haut, tu n'étais pas insensible au paysage, tu n'étais pas insensible aux sensations que ça t'apportait, le froid, le soleil qui se lève. C'est quand même assez mystique quand même. Hein. Il y a une forme de... Énergétiquement parlant, c'est extrêmement puissant. Ouais. On est connecté à un environnement qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est entre 4 murs. Et on se sent réellement plus vivant là-haut que quand on est en bas, en vallée. Ça, c'est évident. Et je pense que c'est ça qui nous attire, c'est que l'expression de la vie se fait à 100% quand on est face à la montagne et face à la mort. Ok. Ce sera un beau mot de la fin. J'ai une toute dernière question à te poser, c'est quel est le ou la prochaine invitée que tu me recommandes
de passer 2 heures comme ça pour parler de la vie, de la mort, de questionnements un peu philosophiques. C'est une bonne question. Tu m'avais posé cette question-là ou pas, non? Non, je te l'ai pas dit, je le dis à personne. Je surprends. Oui, c'est ça. Pour avoir un peu la première personne qui te vient à l'esprit. T'en fais pas, ça c'est pas. Mais non, je réfléchis. C'est non contractuel. Ne t'en fais pas. Je vais pas te courir après si ça se fait pas. C'est juste pour mon inspiration personnelle. Attends, je réfléchis 2 secondes. J'ai droit, hein? Oui, bien sûr. Bon, tu le connais, et puis peut-être que tu l'as déjà interviewé, c'est pas impossible. Dis-moi. Mais moi, celui qui me vient en tête, c'est Guillaume Néry. Pas encore, Ouais. pas encore, mais ouais. Parce que je trouve que sa façon justement de voir le sport et aussi la vie d'athlète et ce qui s'impose aujourd'hui aussi, après avoir performé et arrêté les records d'apnée, c'est hyper inspirant. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime l'eau de base, donc je suis pas un passionné d'apnée, mais il m'a fait découvrir l'apnée il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'était un moment super avec lui, et il aime bien la montagne. Il adore le Mercantour, il adore le voyage à vélo. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Voilà. Ok. Écoute, merci pour cette recommandation. Avec Merci pour plaisir. ce moment unique. Je me suis régalé. Ouais, moi aussi. Je te souhaite un bon, mais pas trop long passage parisien. T'as l'habitude des records. Donc, amuse-toi quand même. Essaye de trouver une source d'amusement. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, ça a été Et que clair. c'était des bonnes questions qui t'ont permis de te pousser un peu dans tes retranchements. Et puis, j'encourage les gens à aller voir ton film. Vous pouvez le retrouver à Montagne en Seine. Je pense qu'après, il sera sur le site de The North Face dans quelques mois aussi. Ouais, normalement, ouais. Donc voilà, K2, K2, Chasing Shadows. C'est quoi le titre en français d'ailleurs? Non, il n'y a pas de titre en français. Il n'y a pas de Chasing titre en Shadows. Mais on Voilà. traduira peut-être un jour. Mais Voilà. ouais, Dès que j'ai le lien, je le mettrai dans la description. Je verrai avec les équipes ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, merci pour tout. Merci à toi. Et puis à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.